Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à 24 heures de la rencontre de football entre le TFC et Laval, la tension monte. Un match qui signe le retour de l'ancien entraîneur des Tourangeaux, Marco Simone, l'Italien toujours en contentieux avec son ex-employeur au Prud'homme. L'état de la fraude en Indre-et-Loire, les chiffres 2016 viennent tout juste d'être rendus publics. Plus de 900 000 euros récupérés cette année. On ira plus loin avec Romain Delville en plateau. On l'appelle l'homme aux 200 pianos. Depuis 40 ans à Saint-Pierre-des-Corps, Jean Jude amasse des trésors d'instruments. Certains sont classés aux monuments historiques. Rencontre dans ce journal. Je vous le disais en titre, demain soir pour la rencontre de Ligue 2 entre le TFC et Laval. Tous les regards seront tournés vers le banc de touche et les tribunes. Marco Simone, l'ancien entraîneur des Tourangeaux, passé du côté mayennais, fait son retour au stade de la Vallée du Cher. Un match qui ne manquera pas de piquant. Après leur licenciement l'été dernier, l'Italien et son staff réclament 2 millions d'euros au président Ettori. Le reportage de Clémence Drouet. Ambiance particulière à la conférence de presse du Tour FC ce jeudi. Alors que les journalistes avaient déjà commencé à poser leurs questions, Jean-Marc Ettori a fait une entrée inattendue dans l'amphithéâtre où s'exprimait Fabien Mercadal. Le président n'a pas pour habitude d'assister aux conférences de presse, mais à la veille de l'arrivée de Marco Simone à la Vallée du Cher, il faut surveiller l'auditoire et soigner le discours. De son côté, Fabien Mercadal s'est contenté de répondre au seul sujet qui l'intéresse, le football et le match de demain d'un point de vue uniquement tactique. En tant qu'ancien entraîneur, Marco Simone connaît bien les joueurs du Tour FC, mais cela n'a pas semblé poser de problème dans la préparation du match. On connaît très bien les siens aussi, je veux dire tout le monde s'observe aujourd'hui. Le seul truc qu'il peut connaître, c'est le contexte. Le contexte, club, stade. Mais bon, c'est pas ça qui te fait gagner un match. Hein. Il va aller dans un vestiaire qui pratiquait pas aussi l'an dernier. Voilà, non, je crois que ça n'a aucune forme d'influence ou de répercussion. Malgré l'attention portée à la partie sportive du match, l'attention est palpable dans les deux camps, surtout sur le bord du terrain. Le nouvel entraîneur de Laval n'a pas souhaité répondre aux questions par téléphone, mais aujourd'hui il se confie à la Nouvelle République sur ses impressions à 2 jours du match qu'il opposera à son ancien club. Je ne suis pas une personne qui cherche des problèmes. Je suis conscient de ce qui pourrait arriver. Nous, on vient pour le match, on pense au match. Le reste n'est pas important. Quant à eux, les joueurs du Tour FC sont plus en confiance grâce à la récente victoire contre Auxerre et le nul à Clermont. Mais l'équipe 20e au classement est toujours sur la sellette. Les quelques points de vie qu'ils ont récupérés leur permettront peut-être de sortir de la zone de relégation, malgré l'absence de 2 de leurs ténors, Maoulida et Philippi, expulsés lors de la rencontre contre Clermont. Justice en bref, et cette condamnation aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis pour l'ex-gérant de Palpac. En 2012, à Mazières de Touraine, des fûts de produits chimiques à l'origine d'une pollution avaient été découverts sur le site de l'entreprise. Entreprise officiellement spécialisée à l'époque dans la récupération de matériaux. L'ancien gérant devra également payer une amende de 25 000 euros. Et puis, dans l'affaire de cet ouvrier victime d'une chute mortelle depuis un pont de La Riche en 2011, la société qui l'employait a été relaxée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Tours. Enfin, en Loir-et-Cher, cette fois, 2 hommes ont été condamnés hier par le tribunal de Blois à 3 ans de prison pour avoir transporté plus d'1 kilo d'héroïne. La poudre était dissimulée dans le filtre à air de leur voiture. Valeur de la marchandise, plus de 26 000 euros. Retour sur la crise de l'agriculture à présent. Vous vous souvenez de ces manifestations spectaculaires qui avaient secoué le début de l'année. Aux commandes, presque à chaque fois, le syndicat FNSEA. Eh bien, l'un de ses concurrents, la coordination rurale, veut faire entendre une voix discordante. Ses membres étaient réunis aujourd'hui en congrès à Tours. Quelle solution face à la crise des prix? Regardez le reportage d'Amanda Bruy-Rivera. 2016, une année à oublier pour l'agriculture française. Aux élais climatiques se sont agrégés une chute des prix sur les marchés mondiaux. Et presque aucun secteur n'est épargné. Fabien Moussu, membre de la coordination rurale et producteur de lait. Cela fait 2 ans qu'il vend son lait à perte et qu'il entame cette trésorerie. Je pense souvent arrêter. Nous sommes plusieurs jeunes agriculteurs à nous demander s'il faut que l'on continue ou continuer de s'entêter à faire du lait. C'est notre passion, c'est aussi un patrimoine familial car souvent nous avons repris la suite de nos parents et c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, on a des investissements en cours et c'est pas comme un artisan où on met tout en cessation et puis on arrête. L'agriculture, c'est pas ça. Lutter contre ce mal-être, c'est l'un des objectifs du Congrès. Plus de 600 agriculteurs venus de toute la France se sont réunis pour parler de l'actualité ainsi que d'autres problématiques plus légères.
Les gens qui sont là, ils visitent des élevages de poules, vous le savez tous, et ils ne voient pas de coq. Et comment ça se fait que les poules, elles fassent des œufs sans les coqs? Eh bien, madame, c'est comme vous, tous les mois, vous faites un œuf, et bien la poule, c'est tous les jours. Nous, on peut faire un peu de vulgarisation quand on est sur les marchés ou à la ferme. On a besoin que les enseignants, dans les universités peut-être aussi, puissent le dire ça. Selon la coordination rurale, un tiers des agriculteurs du département sont en grande difficulté. Et même s'ils saluent l'action des départements qui leur a facilité l'accès au RSA, ce syndicat juge que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Je crois qu'il y a des dispositions et il y a des choix à faire au niveau national, mais aussi au niveau européen, pour avoir le courage de restructurer les choses et pas simplement proposer une restructuration en faisant partir des agriculteurs qui vont avoir énormément de mal à se reconvertir dans un pays qui compte déjà beaucoup de chômeurs. Plus de protectionnisme et de régulation au sein de l'Union européenne. La ligne de la coordination rurale diffère de celle du premier syndicat de France, la FNSEA. Aujourd'hui, le deuxième syndicat aspire à détrôner sa rivale aux prochaines élections professionnelles pour mieux se faire entendre. Le reste de l'actualité, c'est aussi le statut de métropole pour la ville de Tours, un projet en bonne voie. Pour preuve, l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale hier en commission. Ne reste désormais plus qu'une étape, l'examen du projet de loi, examiné en séance publique la semaine prochaine. Le texte doit être définitivement adopté d'ici la fin de l'année. Et maintenant, notre dossier sur le bilan de la fraude en Indre-et-Loire pour l'année 2016. Regardez ce chiffre, plus de 900 000 € récupérés par les services antifraude pour l'année 2016. Donc, on va plus loin sur le sujet avec vous, Romain Delville. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette conférence de presse de la police antifraude, en fait, dont vous revenez tout juste? Alors, c'est un petit peu différent. En effet, le CODAF, c'est le comité opérationnel départemental antifraude. Alors, il regroupe des intervenants qui peuvent toucher donc à la fraude, par exemple la CAF, la CPAM, les impôts, les douanes ou encore les répressions des fraudes. Et pour donner un exemple, vous êtes en discothèque, d'un seul coup, il n'y a plus le disque jockey parce qu'en fait, il est payé au noir et qu'il est parti. Il n'y a plus de cigarettes au bar parce que finalement, elle venait d'Espagne. Si en plus, la mayonnaise que vous prenez dans votre hot dog n'est pas au frigo, la DGCCRF intervient. Ils interviennent donc tous ensemble. Au total, 130 contrôleurs consacrés à ce CODAF, ce comité opérationnel antifraude. 192 dossiers, on l'a vu, dont 48% concernaient le transport ou les ambulances. Alors, 904 000 € en 2016, surtout du travail dissimulé. 642 000 €, c'est la part du travail dissimulé. Des employés non déclarés, en fait, tout simplement. Non déclarés, des travailleurs détachés, mais hors la loi, en particulier sur des appels d'offres nationaux. On va voir avec Jean-Luc Bec, justement, les secteurs les plus concernés pour l'année. Jean-Luc Bec, le procureur de la République de Tours, les secteurs les plus concernés par cette fraude et le CODAF. Les secteurs qui ont été contrôlés et qui ont donné lieu à la constat de fraude cette année, et ça dépend aussi beaucoup des opportunités. On a eu notamment cette année donc les activités de transport et notamment le transport en matière d'ambulance. À côté de ça, le bâtiment, bien évidemment, toujours, notamment pour tout ce qui est main-d'œuvre étrangère. Et au-delà de ça, on a contrôlé des entreprises de travail forestier. Alors les perspectives pour 2017, toujours les établissements de nuit, toujours le BTP, toujours les transports, mais il y a une donnée qui est rentrée, c'est un petit peu le deuxième effet état d'urgence, c'est que des sociétés de gardiennage ont fleuri ou ont grossi par le fait que justement le préfet demande à ce qu'il y ait de plus en plus d'agents de sécurité à partir de 2000 personnes et les sociétés de gardiennage vont être particulièrement contrôlées et à contrario, on en parlait à l'instant dans le sujet sur l'agriculture, le préfet a demandé, allez, d'être gentil avec les agriculteurs. Eh bien merci Romain pour ce compte-rendu sur la fraude en 2016 en Indre-et-Loire. En bref, la suite du pic de pollution aux particules fines qui touche la France depuis maintenant quelques jours. La qualité de l'air en Indre-et-Loire était encore médiocre aujourd'hui. Elle devrait s'améliorer légèrement demain, selon l'IGER qui surveille la qualité de l'air en région Centre-Val de Loire. Même constat pour le Loir-et-Cher.
Ce soir, ne manquez pas notre rendez-vous du Grand Talk, l'hebdo de l'actualité dans le Val-de-Loire. Dans ce numéro, focus sur le marché de l'immobilier. 2016, année record pour la baisse des taux d'intérêt. Est-ce que cela va durer et est-ce le moment d'acheter? Écoutez la réponse de Maître Xavier Beaujard, délégué à la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire. Bien sûr qu'il faut acheter parce qu'on a tous les facteurs qui sont bons. On est en bas, on va dire qu'on touche la fin d'une baisse des prix. On sent un frétillement vers une remontée. On a les taux qui sont très bas, donc tout concourt à acheter plutôt aujourd'hui que demain si les prix doivent remonter, si les taux doivent remonter. Mais est-ce que dans la première, deuxième couronne de tour, il y a des communes où on peut acheter des maisons, des appartements un peu moins chers? Alors, la Riche serait une zone d'opportunité, on va dire. Donc, on trouve des maisons aujourd'hui autour de 200 000 euros, même un peu moins de 200 000 euros sur la Riche, et on est aux portes de Tours, sinon presque dans Tours. Donc la Riche est un lieu d'opportunité. On trouve dans les communes avoisinantes aussi quelques opportunités en première couronne avec Fondette, des maisons qui peuvent se négocier à moins de 220 230 000 euros. Voilà le Grand Talk avec toutes les astuces également pour acheter un premier bien. Et maintenant, ce portrait, celui d'un fou de piano. Depuis plus de 40 ans dans son pavillon de Saint-Pierre-des-Corps, Jean Jude amasse une incroyable collection, plus de 200 pianos, parmi eux des pièces rares du 19e siècle, classées aux monuments historiques. Rencontre avec Sébastien Branger. Jean Jude vit en Touraine depuis 40 ans et collectionne les pianos depuis plus longtemps encore. Son premier, il l'a acheté à 18 ans, sans en dire un mot à ses parents, car le piano, c'est une histoire de famille. Mes grands-parents étaient gardiens d'un château dans la Vienne. Dans le salon, il y avait un piano et il était interdit à mes grands-parents d'y toucher, surtout mon grand-père qui avait très envie de jouer du piano. Et j'ai toujours entendu dire dans ma jeunesse que mon grand-père allait jouer le piano du salon quand les propriétaires étaient partis à la messe le dimanche. Donc je me suis dit c'est vraiment un objet interdit pour nous, pour notre niveau social. Et le hasard fait que je me suis vengé un peu en disant moi quand je serai adulte j'aurai des pianos parce que je veux que nous aussi on aidera la culture. Mais je veux absolument que vous voyez ce clavier basculant, c'est assez rare. Voilà. Piano à clavier basculant. De la marque Alphonse Blondel. Il y a besoin d'un accord. Autodidacte, Jean a appris à lire et jouer les partitions seul. Plus que la musique, c'est l'instrument et son histoire qui le passionnent. D'ailleurs, 4 de ses pianos sont classés monuments historiques. Un trésor culturel qu'il a essentiellement acquis grâce à des dons. J'ai pas les moyens de me battre contre ceux qui peuvent acheter très cher. Je donnerai pas de nom, mais il y a des financiers actuellement qui investissent dans le piano parce que ça se revend très très bien en Chine, au Japon et ailleurs, quoi. Mais ça c'est du commerce. Moi je fais pas du commerce, je fais du sauvetage culturel. Donc c'est comme ça qu'il faudrait vous présenter? Oui. Sauveteur culturel? On m'a dit que c'était un orphelinat ici, donc je sauve les pianos comme on sauve des orphelins, oui. Les pianos de Jean ont été exposés dans des salles prestigieuses. L'Auditorium de Monaco, le Grand Palais à Paris ou encore le Musée des Beaux-Arts à Tours. Mais malgré cette notoriété et son intérêt culturel, aucun projet local d'exposition n'est sur la table. Mais on m'avait promis de m'aider parce qu'on pensait que c'était un projet culturel intéressant pour la Touraine, pour le tourisme, etc. Et en fait, il n'y a pas de suite. Donc ce qui implique qu'il faut que je compte sur moi-même. Pour découvrir l'un des pianos de Jean, il faut attendre le 19 janvier à Marmoutier où un célèbre pianiste, Rémi Cardinal, y jouera sa partition. Elle est souvent décrite comme la figure montante de la droite à Tours. 2 ans de pratique politique et déjà 2 mandats à la mairie et au département. Céline Ballesteros vise maintenant la députation. Une ambition pour 2017 qui divise jusque dans son camp. On en parlera avec elle dans quelques instants. Restez avec nous.